Bismillah. Les demoiselles du Berry nous paraissent cousines des mille reines de Normandie, que l'auteur de la Normandie merveilleuse décrit comme des êtres d'une taille gigantesque. Elles se tiennent immobiles et leur forme, trop peu distincte, ne laisse reconnaître ni leurs membres ni leur visage. Lorsqu'on s'approche d'elles, prennent la fuite par une succession de bonds irréguliers très rapides. Les demoiselles ou filles blanches sont de tout le pays. Je ne les crois pas d'origine gauloise, mais plutôt françaises du Moyen Âge. Quoi qu'il en soit, je rapporterai une des légendes les plus complètes que j'ai pu recueillir sur leur compte. Un gentilhomme du Berry, nommé Jean de la Selle, vivait au siècle dernier dans un castel situé au fond des bois de Villemort. Le pays triste et sauvage, s'égaye un peu à la lisière des forêts, là où le terrain sec, plat et planté de chênes s'abaisse vers des prairies que noie une suite de petits étangs assez mal entretenus aujourd'hui. Déjà au temps dont nous parlons, les eaux séjournaient dans les prés de M. de la Selle. Le bon gentilhomme n'ayant pas grand bien pour faire assainir ses terres, il en avait une assez grande étendue, mais de chétives qualités et de petits rapports. Néanmoins, il vivait content, grâce à des goûts modestes et à un caractère sage et enjoué. Ses voisins le recherchaient pour sa bonne humeur, son grand sens et sa patience à la chasse. Les paysans de son domaine et des environs le tenaient pour un homme d'une bonté extraordinaire et d'une rare délicatesse. On disait de lui que plutôt que de faire tort d'un fétu à un voisin, quel qu'il fût, il se laisserait prendre sa chemise sur le corps et son cheval entre les jambes. Or, il advint qu'un soir, M. de la Selle, ayant été à la foire de la Barthenoux pour vendre une paire de bœufs, revenait par la lisière du bois, escorté par son métayer, le grand Luneau, qui était un homme fin et entendu, et portant sur la croupe maigre de sa jument grise la somme de 600 livres en grands écus plats à l'effigie de Louis XIV. C'était le prix des bestiaux vendus. En bon seigneur de campagne qu'il était, M. de la Selle avait dîné sous la ramée, et comme il n'aimait point à boire seul, il avait fait asseoir devant lui le grand Luneau, lui avait versé le vin de cru sans s'épargner lui-même, afin de le mettre à l'aise en lui donnant l'exemple. Si bien que le vin, la chaleur et la fatigue de la journée, et par-dessus tout cela, le trop cadencé de la grise avait endormi M. de la Selle, et qu'il arriva chez lui sans trop savoir le temps qu'il avait marché, ni le chemin qu'il avait suivi. C'était l'affaire de Luneau de le conduire, et Luneau l'avait bien conduit, car ils arrivaient sains et saufs. Leurs chevaux n'avaient pas un poil mouillé, ivre, M. de la Selle ne l'était point. De sa vie, on l'avait vu hors de sens. Aussi, dès qu'il se fut débotté, il dit à son valet de porter sa valise dans sa chambre. Puis il s'entretint fort raisonnablement avec le grand Luneau, lui donna le bonsoir, et s'alla coucher sans chercher son lit. Mais le lendemain, lorsqu'il ouvrit sa valise pour y pendre son argent, il n'y trouva que de gros cailloux. Après de vaines recherches, force lui fut de constater qu'il avait été volé. Le grand Luneau, appelé et consulté, jura sur son crème et son baptême qu'il avait vu l'argent bien compté dans la valise, laquelle il avait chargée et attachée lui-même sur la croupe de la jument. Il jura aussi sur sa foi et sa loi qu'il n'avait pas quitté son maître de l'épaisseur d'un cheval, tant qu'ils avaient suivi la grande route. Mais il confessa qu'une fois entré dans le bois, il s'était senti un peu lourd, qu'il avait pu dormir sur sa bête environ l'espace d'un quart d'heure. Il s'était vu tout d'un coup auprès de la gagne aux demoiselles, et depuis ce moment il n'avait plus dormi et n'avait pas rencontré figure de chrétien. Allons, dit M. de la Selle, quelque voleur se sera moqué de nous. C'est ma faute encore, plus que la tienne, mon pauvre Luneau. Et le plus sage est de ne point se vanter. Le dommage n'est que pour moi, puisque tu ne partages point dans la vente du bétail. J'en saurais prendre mon parti, encore que la chose me gêne un peu. Cela m'apprendra à ne plus m'endormir à cheval. Luneau voulut en vain porter ses soupçons sur quelque braconnier besogneux de l'endroit. Non pas, répondit le brave Hobereau. Je ne veux accuser personne. Tous les gens du voisinage sont d'honnêtes gens. N'en parlons plus. J'ai ce que je mérite. Mais peut-être bien que vous m'en voulez un peu, notre maître. Pour avoir dormi? Non, mon ami. Si je t'eusse confié la valise, je suis sûr que tu te serais tenu éveillé. Je ne m'en prends qu'à moi, et ma foi, je ne compte pas m'en punir par trop de chagrin. C'est assez d'avoir perdu l'argent, s'en va la bonne humeur et l'appétit. Si vous m'en croyez, pourtant notre maître, vous feriez fouiller la gagne aux demoiselles. La gagne aux demoiselles est une fosse herbue
qui a bien un demi-quart de lieue de long. Ce ne serait pas une petite affaire de remuer toute cette vase, et d'ailleurs qui trouvera un temps. Mon voleur n'aura pas été si sot que d'y sommer mes écus. Vous diriez ce que vous voudrez, notre maître, mais le voleur n'est peut-être pas fait comme vous pensez. Ah ah, mon grand Luno, toi aussi tu crois que les demoiselles sont des esprits malins qui se plaisent à jouer de mauvais tours. Je n'en sais rien, notre maître, mais je sais bien qu'étant là un matin, devant un jour, avec mon père, nous les vîmes comme je vous vois, mûrement, que rentrant à la même maison, bien épeurés, nous n'avions plus ni chapeau, ni bonnet sur nos têtes, ni chaussures à nos pieds, ni couteau dans nos poches. Elles sont malignes. Allez, elles ont l'air de se sauver, mais sans vous toucher, elles vous font perdre tout ce qu'elles peuvent et en profitent, car on ne le retrouve jamais. Si j'étais de vous, je ferais assécher tout ce marécage. Votre prêt en vaudra mieux, et les demoiselles auraient bientôt délogé, car il est à la connaissance de tout homme de bon sens qu'elles n'aiment point le sec et qu'elles s'envolent de mare en mare et d'étang en étang, à mesure qu'on leur ôte le brouillard dont elles se nourrissent. Mon ami Luno, répondit M. de la Selle, dessécher le marécage serait à coup sûr une bonne affaire pour le prêt, mais outre qu'il y faudrait les 600 livres que j'ai perdues, j'y regarderai encore à 2 fois avant de déloger les demoiselles. Ce n'est pas que j'y croie précisément, ne les ayant jamais vues, non plus qu'aucun autre farfadet de même étoffe, mais mon père y croyait un peu. Ma grand-mère y croyait tout à fait. Quand on en parlait, mon père disait: laissez les demoiselles tranquilles, elles n'ont jamais fait de mal à moi ni à personne. Et ma grand-mère disait: ne tourmentez et ne conjurez jamais les demoiselles. Leur présence est un bien dans une terre, et leur protection est un porte-bonheur pour une famille. Pas moins, reprit le grand Luno en hochant la tête, elles ne vous ont point garé des voleurs. Environ 10 ans après cette aventure, M. de la Selle revenait de la même foire, de la Perthenoux, rapportant sur la même jument grise, devenue bien vieille, mais trottant encore sans brancher, une somme équivalente à celle qui lui avait été si singulièrement dérobée. Cette fois, il était seul, le grand Luno étant mort depuis quelques mois, et notre gentilhomme ne dormait pas à cheval, ayant abjuré et définitivement perdu cette fâcheuse habitude, lorsqu'il fut à la lisière du bois, le long de la gagne aux demoiselles, qui est située au bas d'un talus assez élevé et tout couvert de buissons, de vieux arbres et de grandes herbes sauvages, M. de la Selle fut pris de tristesse en se rappelant son pauvre métier, qui lui faisait bien faute, quoique son fils Jacques, grand et mince comme lui fin et avisé, parut faire son possible pour le remplacer. Mais on ne remplace pas les vieux amis. M. de la Selle se faisait vieux lui-même. Il eut des idées noires, mais sa bonne conscience les eut bientôt dissipées. Il se mit à siffler un air de chasse en se disant que de sa vie et de sa mort, il en serait ce que Dieu voudrait. Comme il était à peu près au milieu de la longueur du marécage, il fut surpris de voir une forme blanche, que jusque-là il avait prise pour un flocon de ces vapeurs dont se couvrent les eaux dormantes, changer de place, puis bondir et s'envoler en se déchirant à travers les branches. Une seconde forme plus solide sortit des joncs et suivit la première en s'allongeant comme une toile flottante, puis une troisième, puis une autre, et encore une autre. À mesure qu'elle passait devant M. de la Selle, elle devenait si visiblement des personnages énormes, vêtus de longues jupes, pâles, avec des cheveux blanchâtres, traînant plutôt que voltigeant derrière elle, qu'il ne put sauter de l'esprit que c'étaient là les fantômes dont on lui avait parlé dans son enfance. Alors, oubliant que sa grand-mère lui avait recommandé, s'il les rencontrait jamais, de faire comme s'il ne les voyait pas, il se mit à les saluer, en ayant bien appris qu'elle était. Il les salua toutes, et quand se vint à la septième, qui était la plus grande et la plus apparente, il ne put s'empêcher de lui dire: Demoiselle, je suis votre serviteur. Il n'eut pas plutôt lâché cette parole que la grande demoiselle se trouva en croupe derrière lui, l'enlaçant de 2 bras froids comme l'aube, et que la vieille grise, épouvantée, prit le galop, emportant M. de la Selle à travers le marécage. Bien que fort surpris, le bon gentilhomme ne perdit point la tête. Par l'âme de mon père, pensa-t-il, je n'ai jamais fait de mal, et nul esprit ne peut m'en faire. Il soutint sa monture, et la força de se dépêtrer de la boue où elle se débattait, tandis que la grande demoiselle paraissait essayer de la retenir et de l'envaser. M. de la Selle avait des pistolets dans ses fentes, et l'idée lui vint de s'en servir, mais jugeant qu'il avait affaire à un être surnaturel,
et se rappelant d'ailleurs que ses parents lui avaient recommandé de ne point offenser les demoiselles de l'eau, il se contenta de dire avec douceur à celle-ci: Vraiment, belle dame, vous devriez me laisser passer mon chemin, car je n'ai point traversé le vôtre pour vous contrarier. Et si je vous ai salué, c'est par politesse et non par dérision. Si vous souhaitez des prières ou des messes, faites connaître votre désir, et foi de gentilhomme, vous en aurez. Alors M. de la Selle entendit au-dessus de sa tête une voix étrange qui disait: Fis dire 3 messes pour l'âme du grand Luno, et va en paix. Aussitôt la figure du fantôme s'évanouit. La grise redevint docile, et M. de la Selle rentra chez lui sans obstacle. Il pensa alors qu'il avait eu une vision. Il n'en commanda point moins les 3 messes, mais quelle fut sa surprise lorsqu'en ouvrant sa valise, il y trouva, outre l'argent qu'il avait reçu à la foire, les 600 livres tournois en écus plats à l'effigie du feu roi. On voulut bien dire que le grand Luno, repentant à l'heure de la mort, avait chargé son fils Jacques de cette restitution, et que celui-ci, pour ne pas entacher la mémoire de son père, en avait chargé les demoiselles. M. de la Selle ne permit jamais un mot contre la probité du défunt, et quand on parlait de ces choses sans respect en sa présence, il avait coutume de dire: L'homme ne peut pas tout expliquer. Peut-être vaut-il mieux pour ici être sans reproche que sans croyance.